Vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique. Ah oui, je vais attraper beaucoup de poissons pour mes cousins Dogon. Aujourd'hui, chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour et bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. C'est le 23e numéro pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Alors, la grande dame que nous avons choisie, qui est notre reine de ce mois, c'est la présidente de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec le handicap. Elle est également deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition du Mali. Elle s'appelle Honorable Dikine Atouma Gakou. C'est une femme formidable, une femme à mobilité réduite, impressionnante, extraordinaire. Elle est combative et elle se bat pour la cause des femmes vivant avec le handicap. Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder son reportage. À tout de suite. Veuve et mère de 4 enfants, Madame Dikine Atoumata Gakou est engagée dans la vie sociale et se bat pour servir les couches défavorisées, surtout les femmes vivant avec un handicap, victimes de violences et de discrimination. Madame Dikine, malgré son handicap depuis l'âge de ses 11 ans, a toujours su garder son énergie. Elle est détentrice d'une maîtrise en administration de l'action sociale, en sciences sociales et d'un BTS en services généraux des postes de télécommunication. Elle occupa en 1995 le poste d'assistante administrative à l'ONG française Équilibre. Grâce à son engagement et à son combat de tous les jours pour la cause des femmes vivant dans le handicap, elle devient de 1996 à 2000 administratrice de l'ONG française Handicap International au Mali, puis coordinatrice du secteur handicap de la même ONG de 2001 à 2005. Son dynamisme et son savoir-faire lui a conduit à servir dans différents ministères tels que le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique. En 2014, elle fut conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne et enfin, de 2015 à 2020, chargée de mission au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sur le plan national, elle a été membre fondateur de la coopérative Binso et de l'AID. Forte de cette expérience enrichissante, elle créa ainsi l'Association malienne des femmes handicapées en 1994. Elle présida en décembre 2019 l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées. Sur le plan sous-régional, Madame Dikine Atoumata a été vice-présidente de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées de 2005 à 2015. Elle a représenté l'Afrique de l'Ouest à la première conférence internationale sur les femmes handicapées à l'international, précisément aux États-Unis. Madame Dikine a été membre du comité de pilotage du dialogue intermalien de février à mai 2024. Elle est aujourd'hui, grâce à son dévouement pour le devenir, au sein du Conseil national de transition dont elle occupe la deuxième vice-présidence. Chers téléspectateurs de ORTM1, bienvenue dans le 23e numéro de votre émission préférée, Reine d'Afrique, pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Nara, à Gumbu et à Djafounou. Aujourd'hui, on parle soninké. Quand je dis Ankerangolemu, Tora Suntia. on dit madame. Madame, oui. Et puis on dit aussi Tora Suntia. Ça veut dire que tout va bien. Les mono kibaru. Tora Sunta le mono nga madame. Karango kibaru. Karunkonchi wankunyene. Tanti, ça c'est lourd pour moi. Vous avez compris, nous sommes avec Honorable Dikine Atouma Gakou. Elle est la deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. Elle a beaucoup de flèches à son arc, une femme formidable qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui. Ma chère tante, bienvenue sur le plateau de Reine d'Afrique. Merci de me recevoir sur ce beau plateau. C'est nous qui sommes honorés vraiment que vous soyez là avec nous. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous voyez bien? Je vois bien. Vous êtes toutes tellement belles, bien habillées, en belle soninké et tout. Mais j'ai mon grand-père qui m'avait dit une fois que les maîtres de soninké, c'était les beaux-yeux. Est-ce que c'est vrai? En fait, mon grand-père, il ment pas, hein? Non, il n'a pas menti, mais il vous l'a dit pour vous faire plaisir, hein.
Sinon, c'est le contraire, c'est tout le contraire. Dans votre langage, il y a plusieurs mots soninké. Donc, vous avez puisé dans la langue soninké. Ah, donc nous, les Bozo, on a puisé dans la langue Dans la soninké. langue soninké. D'accord. C'est vrai que Ouais. les chiffres sont similaires, il y a beaucoup de mots qui sont similaires. En Effectivement, effet. comme Bodé. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Tamou. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh ben, chers téléspectateurs, c'est ce qui fait la diversité culturelle de notre pays, hein. Donc, on verra à la fin de cette émission, entre les soninké et les Bozo, qui sont les maîtres de qui, n'est-ce pas? De qui, effectivement. Alors, ma chère, honorable, vous êtes détentrice d'une maîtrise en administration de l'action sociale et d'un BTS en services généraux des postes de télécommunication. Vous êtes engagée dans la vie sociale pour la cause des femmes vivant dans le handicap. Vous êtes la deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. D'où vous vient toute cette force en tant que personne en mobilité réduite? Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci de m'avoir posé cette question. Je le dis très souvent. Et si vous voyez une personne vivant avec un handicap dans une position que les autres ne pensaient pas qu'elle pouvait être là, ça se trouve dans la famille. Quand tu es considéré dans ta famille depuis le bas âge, hein, quand j'ai été handicapée, ma famille m'a pris le bras de corps en me soutenant. Mon papa, mes mamans, mes frères et sœurs, je suis l'aîné de la famille. Et là, ils ont dit, oui, cet handicap-là ne va pas terrasser notre enfant, ne va pas terrasser notre sœur. Donc, j'ai eu la force de la famille qui m'a accompagnée dans toute ma vie. Ma vie, déjà, il y a eu une parenthèse quand j'ai été malade, j'avais 11 ans. Est-ce que vous J'avais pouvez 11 ans. nous partager cette histoire? Comment cet handicap est arrivé? Comment ça vous est arrivé? Effectivement, donc j'étais en 7e année, j'avais 11 ans. Donc j'ai eu une maladie de la colonne vertébrale. En ce moment-là, c'était pas bien détectable parce que il y a les vertèbres, entre deux vertèbres, il y a un cartilage. Et ce cartilage s'est rongé, les vertèbres se sont entassées et c'est coincé les nerfs. Donc en ce moment-là, en 1972, ce n'était pas opérable au match. Donc, mais mon père a tenu fort. Il a dit que celle-là, elle va remarcher parce que j'étais carrément paralysée. Hein. Il avait l'espoir. Oui, mais l'espoir, c'était ma famille. Ma famille disait que bon, voilà, ça va aller. Et mon père a mené avec moi tous les confins du Mali, hein. Bélédougou, Ouassoulou, Ségou, dans le traditionnel. Et enfin, à l'hôpital du Congé, les Kati avec les Chinois. Il a tout fait. Il a tout fait. Surtout, j'ai eu mon salut avec les Chinois à Kati et après une rééducation, il y a eu une rééducation intense pour que je puisse me relever après 3 ans d'allaitement. Vous êtes brave. Vous êtes une brave femme. Oui. Et votre brave. Je rends hommage à ma famille. Oui. Je rends beaucoup hommage à ma famille. Vous savez, honorable, vous êtes une femme vraiment brave. Je suis touchée par cette histoire. J'ai envie d'en connaître davantage. Et comme les téléspectateurs, on vous voit au devant de la scène, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la personne. Alors, quand vous êtes passé chez les Chinois et que après il y a eu une lueur d'espoir, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Comment vous vous êtes senti? Après ma rééducation, même bien avant ma rééducation, je m'étais dit que il faut que je continue mes études parce que j'ai perdu 3 ans à l'été. Au moment où moi je devrais faire la 7e encore, et mes promotionnaires étaient en 10e. Ouais. Donc, il a fallu beaucoup de courage. Et pendant même mon temps d'allaitement, je vous dis, j'ai lu tous les livres négro-africains, j'ai lu tellement de romans. Donc, j'étais pratiquement au même niveau que mes promotionnaires. Et je vous dis, quand je me suis relevée, il faut le dire comme ça, j'ai repris la 7e année. Au premier trimestre, c'est une gloire pour moi.
la composition de ce trimestre, j'ai eu 16 de moyenne, le deuxième a eu 13. Quelle belle histoire. Donc, cela m'a galvanisé et ça continue comme Ça vous ça. a donné confiance en vous. Confiance en moi-même Je peux le faire. je peux le faire. Je peux le faire et surtout avec ma famille à côté qui me disait tu peux. Et surtout, j'ai été entourée par la famille. J'ai une maman, peut-être que et vous la connaissez bien, Madame Gakou Fatinian, qui me disait Qui ne la connaît pas. si il faut ne baisse jamais la tête. J'avais des béquilles, hein, parce que je marchais avec les béquilles. Marche avec tes béquilles, relève ta tête. Et si quelqu'un insiste, Et bomber votre insiste à te regarder, salue la personne. Droit dans les yeux. Oui, droit dans les yeux. Et c'est ce qui a fait ma force. Donc, je disais que j'ai fait le fondamental, j'ai fait le lycée, Notre-Dame, après l'université à l'ENA. Jusqu'à l'université, après j'ai été administrateur social. Donc, du coup, j'ai été... Vous avez gravi les études. Ah oui, donc, du côté des études, c'était vraiment facile pour moi, à tous les niveaux. Si je suis pas major, j'étais dans les sections. Magnifique, quelle fierté. Pour nous, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une chance pour nous de vous avoir sur ce plateau. Parce que vous êtes un modèle, c'est un exemple pour la jeunesse de voir que malgré le handicap, on peut réussir dans la vie. Et ça, c'est l'exemple le plus concret que on peut voir. Mais après votre enfance et votre jeunesse et votre vie estudiantine, est-ce qu'on peut parler un peu de votre cœur? Je vais rappeler aux téléspectateurs que Honorable Djikine est veuve depuis 2023 et nous présentons toute l'équipe, présentons nos condoléances à vous pour la perte de votre époux. Et mais nous voudrons quand même savoir comment ça a commencé votre histoire avec votre époux. Une longue histoire, une très belle histoire, il faut le dire. Oui. Paix à son âme, Monsieur Babassa Djikine, il a été mon ami, il a été mon confident, il a été mon époux, et depuis qu'on s'était pas marié, il était mon ami. Après, il y a eu... Comment ça a commencé les premières fois? Oui, la première fois quand on se rencontre là, est-ce que ça se dit? À notre temps, on ne disait pas ça, on s'est dit peut-être on était dans le même quartier, tout ça là. Moi, j'avais des béquilles, et puis bon, je me disais qu'est-ce qu'un jour je vais me marier, est-ce qu'un jour. Mais, Dieu faisant bien les choses, j'avais plein d'amis, et moi, je pense, non, je pense, donc lui, il avait autre chose à aller, et puis bon, voilà, c'est venu comme ça. Les parents, comme il était, tu connais notre milieu des soniqués, se marier entre eux, donc, je crois que lui, il a eu auprès des parents la voie facile, quoi. Donc, parce qu'il est soniqué, et voilà, bon, monsieur Djikine, père son âme, a été un époux exemplaire pour moi. Et toute ma vie associative, c'est lui qui était derrière moi. On dit que derrière un grand homme, il y a une femme. Moi, je dirais aussi derrière une grande femme, il y a un grand homme. Il a été un très grand homme pour moi. S'il était là aujourd'hui, pendant toute l'émission, il m'aurait envoyé des messages. Peut-être qu'il aurait, il serait là. Sur le plateau. Oui. Il allait toujours m'écrire, tiens-toi droit, dis ce que tu penses, tout ça. Donc, mon mari m'a soutenu. C'était notre homme. C'est lui qui m'a soutenu dans toute ma vie, surtout associative, familiale. Il a été l'exemple. Et il faut reconnaître, bien qu'il soit polygame, parce que nous sommes des souniqués, c'est formidable dans la famille d'avoir des épouses. Et surtout, moi, j'ai fait les ONG. J'ai fait des ONG et j'ai beaucoup voyagé. Quand je voyageais, je laissais mes enfants à la maison. Avec leur maman. Avec leur maman. Avec leur maman, oui. Et voilà, je ne fermais jamais ma porte à clé et puis c'est les autres. Vous étiez combien d'épouses? 4. Et comment vous vous sentez parmi les 4 ou parmi les 3 autres?
Oui, bon, moi, je disais que mon mari, c'était mon ami, hein. Donc j'ai épousé les trois. Vous avez épousé Les trois. votre époux, plus ces trois épouses. Oui, plus ces trois épouses, elles m'appartenaient. C'était moi, Oui. la chef de famille, parce que, là, c'était mon frère, c'était mon ami. Oui. Et voilà, et les autres aussi, ont compris cela. Bon, il faut le dire, pendant des années où on a vécu ensemble, maintenant je vis seule, je vis chez moi, mais qu'on a vécu ensemble, les autres femmes n'ont jamais laissé rentrer dans une cuisine. Elle, oui, elle partait au marché, elle cuisinait, et jamais je n'ai les pieds dans la cuisine. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que la polygamie n'a pas que de mauvais côtés. Moi, bon, peut-être que les femmes ne vont pas me comprendre sur ce plateau, mais moi, je suis soninké et puis bon, j'ai vécu une expérience extraordinaire par rapport à ma vie de couple. Merci de nous avoir partagé ce côté de votre vie, qui est votre vie privée. Et vous m'avez donné l'autorisation de poser la question et je m'en réjouis. Et je vous découvre de plus en plus et je suis de plus en plus fière de vous. On va parler de votre vie professionnelle. Vous êtes à l'initiative de la création de quelques associations comme l'AMAF et l'UMAF. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, je rappelle aux téléspectateurs que l'AMAF, c'est l'Association malienne des femmes handicapées. Et l'UMAF, c'est l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées. Oui. Vous avez jeté votre dévolu sur les femmes handicapées. Oui. Mais il faut le dire, je suis rentrée dans la vie associative. Cette histoire me fait tellement en 1982. Et j'étais lycéenne, et puis ce jour-là... Depuis le lycée? Oui, j'étais lycéenne. D'accord. Depuis le lycée. Vous avez commencé tôt, honorable. Oui, mais je suis... Notre maison faisait face à l'Institut. Et un jour, je suis partie dans la cour de l'Institut. J'ai vu un monsieur malvoyant, aveugle, on peut le dire, notre père Ismaël Konaté, qui donnait une conférence. Paix à son âme. Paix à son âme. Ça m'a tellement impressionné que j'ai dit que je vais devenir comme celui-là. Je vais créer une association. Dès lors, j'ai adhéré à la vie associative. Et on a créé ensemble emploi intégration. Je crois que ça c'est, vous l'avez dit, emploi intégration pour le développement des personnes handicapées. Et là, c'était une association mixte. Je me suis dit que bon, voilà, les femmes vivant avec un handicap n'avaient pas la voix au chapitre. C'est vrai. Parce que nous avions besoin d'un cadre pour discuter de beaucoup de choses. La santé de la reproduction, par exemple, nos problèmes de grossesse, d'accouchement, très difficile dans les hôpitaux, et également le problème de mariage. Il n'y avait pas une assistance particulière pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, on a fait beaucoup de sensibilisation pour que les gens se comprennent qu'une femme vivant avec un handicap est une femme à part entière. Vos deux associations, quels sont les rôles que les associations... Donc, les associations, c'est ce rôle que je suis en train les deux associations là. La première association, je l'ai créée en 1994. L'association malienne des femmes handicapées. Et là, son rôle, c'était vraiment la sensibilisation et également l'insertion des femmes handicapées dans des projets générateurs de revenus. Et là, pendant des années, nous avons travaillé à cela. Et en 1995, tellement que l'association, en une année, a engagé beaucoup d'actions, d'activités que les autorités nous ont accompagnés et nous a gratifié d'une subvention. Et pour cette subvention a permis d'installer une vingtaine de femmes handicapées dans des activités génératrices de revenus.
il faut que la voix de la femme handicapée soit comme la voix de toutes les femmes. Leur participation à la vie publique et je dirais même à la vie politique. Donc, il faut cette participation-là. Et nous avons une convention internationale des droits des personnes handicapées. L'article 6 parle spécifiquement de la femme handicapée où il faut accorder à la femme handicapée tous ses droits et les libertés fondamentales dont juste. Vous savez, dans cette émission, elle est partenaire de chroniques. Alors, chers téléspectateurs de ORTM 1, si vous venez de nous prendre en marche, c'est votre émission Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Aujourd'hui, nous allons dans la 4e région du Mali, précisément à Ségou, et nous allons rencontrer une jeune dame qui s'appelle Samou Koulibaly. Elle est réparatrice de moto. Ça va vous impressionner, quand on a fait son reportage, elle était même en état de grossesse avec son gros ventre. Elle travaille, c'est impressionnant. On suit ça. À tout de suite. Ne moto bilana ye Segu Medina. Ne koronte de ne de bara. Wa kun kadi nyere kete ni ni de ni kike kala. Ako mako usi bara kirele. Kata di indo bara dola. Kuna indo bolola bara ne ko mikila ko ma ta ngwa. Ola ala na ta na atara budu ko na fon kai reparateur ya de soran. Mo problem pe tala. No re gara de de bara. Koronte ne do bara la Abdurrahman Tirbe. Abdurrahman Tirbe ne do ne ka patron ne paranti abege no ne formation ayen de formation na afari ni tieti soro la gandene ka nya oro de la gaja 2015 ne nyere ka patron do ne de ni soro na ko ni no ya chama soro ase do bina una soro yo misore alu wi ta ko moto di ti de la ko se ka fi ko moto blan wakati na nu ta to soro wa a chen la ne ba ne kuma de la ka moto di ma ko moto bani sisa o de kun chama mogo ga kuma to garba do era binu ta famia era ani ko siero patere wa ba ko ke etite ko ela uta nyi ni era ga nya do tena nyo de ni kana chama ko ne sami ne ti malana ha ke bara ke ne ti malana ase gerak ali ata ne ga ndai ne soro kenchama mogo ti jo kenchama na ka fo mi ta mogo del ni bara sababula ne sirlenti mo kala tringe ami yoram na ko sisa pranti nan ne bana rabule ni sokele ani sefla ni plan bayala no tembali ngabara la tembali fela bo nera kon bolo ke barate mi to barate ni iddi fugun sera ga ni kan yoro irse gore ke seguna mu mebe ne kam kele ne mi to reparate moto blana yanno am playeram ne ko na ko sisa ni ga dene ni ga dene ni gouvernement fait kamna ni ga ni projet fait ni sekan dene ta de ta kero de la raja ni kon tero bijan ka paranga parenga. Voilà, vous venez de voir notre réparatrice de moto, Samou Koulibaly. Elle est tellement courageuse, c'est impressionnant. Honorable Djikine, dites-moi, quand je vous écoute, il y a beaucoup de contrastes dans votre parcours. En même temps, vous êtes polygame, en même temps, vous vous battez pour les femmes, en même temps, vous vous battez pour les personnes vivant avec le handicap. Alors, je voulais vous dire, est-ce que vous êtes féministe? Mais après, quand je vois que vous êtes polygame, je vous dis non, ça n'est pas féministe. Alors, quelle est votre philosophie de la vie? C'est quoi votre vision en tant que femme vivant avec un handicap? En tant que femme vivant avec un handicap, et même dire femme tout court, je dirais que je suis pas féministe parce que je viens d'une culture qui accepte tout le monde, qui a une certaine diversité, et cette diversité-là, il faut le dire,
c'est accepter tout le monde. C'est-à-dire, si on dit accepter tout le monde, c'est-à-dire dans une grande famille, nous sommes en général organisés en grande famille. Et là, depuis notre enfance, nous avons vu que nos papas sont polygames. Maintenant, nous sommes devenus polygames. En effet, Oui. de vous citer, en effet, parce qu'il y a des personnes qui pensent que défendre la cause des femmes, c'est être féministe. Non, moi, je suis pas, voilà. je suis Alors pas que féministe. vous défendez la cause des femmes, et surtout les femmes vivant Avec avec un handicap. Voilà. Donc, pour le respect de leurs droits. voilà. Les droits fondamentaux, et qui peuvent dire le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi et comme le droit à la vie publique et politique. Mais dire que bon, voilà, je suis femme, et il faut absolument que je sois monogame, je suis femme, il faut que je sois chef de famille. Non. Vous voyez, chers téléspectateurs de ORTM1, il faut qu'on enlève cette confusion. Parce que défendre le droit de la femme, ce n'est pas être contre les hommes, et ce n'est pas être féministe. Toujours dans votre parcours professionnel, vous pouvez nous parler de vos débuts dans la vie professionnelle, parce que vous avez été administratrice pendant très longtemps de l'ONG Équilibre. Comment vous avez eu ce poste? C'est-à-dire, quel a été le déclic? Comment vous avez commencé votre vie professionnelle? Je connais une anecdote. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Effectivement, bon, moi, ma vie, depuis que j'étais à l'école, je suis soniquée, donc, j'étais commerçante, pratiquement. Et comment on dit l'argent soniqué déjà? Oui, et Khalis. Oui. Andiga et Khalis. Okay. Donc, tu sais, en notre temps, même depuis le lycée, on a la bourse. Bon, j'ai pour ceux qui ont la mention, il faut le préciser. Hein. Oui, ceux qui ont la mention. Donc, vous aviez la bourse? Oui. Toute ma vie scolaire, j'ai eu la bourse de l'État du Mali. Merci à mon pays. Voilà. Merci à mon pays. Et là, je faisais du petit commerce, et j'ai acheté des réfrigérateurs. Et puis, j'avais aussi une machine à coudre à la maison, hein, avec et qui vous a appris à coudre? Ah non, ça c'était les mamans. Les mamans. Et chaque fille de notre famille, quand tu te maries, on va te donner une machine. Parce que là, même si et le pantalon de ton fils est déchiré, il faut aller chez le tailleur. Non, on le fait à la maison. C'est tellement symbolique. C'est tellement symbolique. Et là, avant de finir les études ou avoir un travail, je cousais les grands bobos comme ça, là, pour les femmes du quartier, et tout ça, là. De Kibani. Après, j'ai créé les associations, et puis, il y avait des activités génératrices de revenus, et j'ai bénéficié d'une activité avec un jeune handicapé physique. Nous avons ouvert un restaurant à l'hippodrome. Oui, c'était promotion. Oui. Kana Kalala. Suite à notre entretien, vous m'avez dit que toutes les femmes du quartier venaient coudre les Libanais chez moi. D'accord. Ouais. Alors, Kaboula Kana, restaurant. Maintenant, où est-ce que vous avez appris la restauration? Mais tout s'apprend. Bon, de toute façon. Bon, et puis on a eu la chance d'être, c'était à l'hippodrome, entouré d'ONG, des gens, ils venaient manger. Un jour, c'est une Américaine qui dit, Madame, vous parlez très bien le français, mais pourquoi vous êtes dans un restaurant? Je dis, mais parce que bon, j'ai mon diplôme, mais quand même, pour ne pas rester les bras croisés, je suis dans le restaurant. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez travailler avec moi? Je dis, moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai dit oui. J'allais vous le dire aussi, hein. Ah oui. Vous avez une grande chance. Extraordinaire, j'ai dit oui. Et là, ce jour-là, le jeune Karambi, j'ai dit bon, Karambi, toi tu n'as pas de diplôme, moi j'ai le diplôme, tu prends le restaurant, moi je vais travailler ailleurs. Et je suis partie travailler avec la dame. Vous l'avez laissé qui le restaurant? Et j'ai tout. Et tous les fonds? Et tous les fonds. Même pas une aiguille, j'ai dit tout le restaurant. Il m'a dit, et le compte bancaire? J'ai dit tout ce qui est dedans, tu le prends. Mais quelle marque de générosité. C'est ta chance, moi je vais aller. Oui, bon, lui n'avait pas de diplôme, moi j'avais un diplôme qui pouvait me servir. Et là, je suis partie, c'était à Équilibre. La dame travaillait à Équilibre. Équilibre. Donc,
une année après, il y a eu le Tabali. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent ça. Alors, le C'était Tabali, sous Alpha Oumar Konaré, la femme du président Alpha Oumar Konaré, Adam Ba, qui chaque année, elle s'appelle le Tabali. Et le lancement du Tabali, c'était en 1995. Alors, le Tabali est un concert et une activité culturelle que la première dame, Adam Ba Konaré, avait organisé chaque année pour la jeunesse et pour la culture du Mali. C'était dans les années 1995. Si je ne me Voilà. trompe pas. Oui, effectivement. Et à l'époque, nous, on allait dormir au stade là-bas, là, pour voir les artistes. Les artistes, toute la nuit. Et, chère, Madame Ba Adam Konaré, si vous regardez notre émission, vous avez vos salutations ici et grâce à honorable Djikine. Effectivement. Un petit rappel. Un petit rappel, effectivement. Et là, et le thème de ce tabalé, c'était l'enfance handicapée, quelle insertion. Et je suis amie avec Aminata Draman Traoré. Et je suis partie la voir. Et elle me dit, mais Atma, tu tombes à pic. Et la présidence vient de m'envoyer un courrier en me disant d'animer une conférence sur l'enfance handicapée. Bon, je dis, mais moi, je ne connais qu'elle dit que bon, elle ne connaît rien à ça. Atma, tu peux écrire quelque chose pour moi? Moi, je dis oui. Et là, je t'assure, j'ai écrit à la main de 16h à 2h du matin. De 16h à 2h du matin. À 2h du matin. Avec une écriture calligraphe. Ah oui. Parce que j'ai entendu dire que vous écrivez très bien. Bon, voilà, bon, je suis fille d'enseignant. Oui. Mon père, mes mamans sont tous des enseignants. C'est ça, les soninké, quoi. Voilà. Quand ils cherchent l'argent, ils vont au sommet. Quand ils sont intellectuels aussi, ils vont au sommet. Franchement, il n'y a pas de solution chez les soninké. Il faut les laisser là où ils sont. Oui, mais nous, là, il faut, et là, tout ça, avec tout ça, là, on cherche Khalid. Khalid. C'est Khalid là qu'on cherche. C'est Khalid là qu'on cherche. Bon, et là, moi, le lendemain, je suis partie, donner les manuscrits à Aminata. Et Aminata dit que, mais, je ne peux pas faire plus. Atma, est-ce que tu peux faire cette conférence-là? J'ai dit, moi, je n'ai jamais fait une conférence. Elle dit, non, si tu as écrit ça, c'est que tu sais. Et la conférence, c'était le lancement du Tabali à l'hôtel de l'amitié. Ce jour-là, moi, j'ai fait la conférence. Et là, c'est depuis ce jour-là, j'ai pris une technique. Votre première conférence. Bon, dans un grand lieu, mais mes associations avec les personnes handicapées, tout ça, mais dans un espace aussi grandiose et jamais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Non, je veux bien savoir. Voilà. Comment est-ce que j'ai pu mener cette conférence-là? J'avais une amie dans la foule. J'ai fixé cette année seulement, je ne voyais personne. Donc, j'ai très bien mené une conférence. Pour chasser le trac. Le trac, ne pas. Oui. Voilà. À la fin, la salle s'est levée comme un seul homme. Ils ont applaudi, ils ont applaudi. Standing ovation. C'est ce qu'on appelle standing ovation. Voilà. Et à la fin, je me suis dit que parce que je partais de équilibre, et bon, je suis une diplômée handicapée, bon, donc je voudrais en même temps, vous avez lancé votre promotion. Ah oui. J'ai lancé ma promotion et tenez-vous bien, et ce jour-là, j'ai eu 3 boulots. En même temps? En même temps. Il y a Handicap International qui a été venu en mission de prospection au Mali, d'exploration au Mali, pour pouvoir s'installer au Mali. Et celui qui est venu, il était dans la salle, il dit que je vais recruter cette dame-là. Et également l'OMS, le représentant de l'OMS dit qu'elle sera utile à l'OMS. En fin de compte, Aminata Draman Traoré, elle-même, elle a dit en Bambara, Vous pouvez lui faire un petit message à travers cette émission à Aminata Draman. Voilà, ma chère amie Aminata Draman Traoré, merci pour ton coup de pouce. Là où je suis aujourd'hui, vous avez été actrice et même vectrice, si on le dit, de cette action-là.
vous m'avez boosté pendant des années, vous m'avez encouragé. Et là, je ne peux que vous dire merci. Merci, ma sœur. Oh, j'ai de la chair de poule. C'est ça aussi le plateau de Reine d'Afrique. On rend hommage aux gens, aux personnes tellement utiles et importantes et des personnes qui ont posé des actions positives. C'est magnifique. Aminata Dramane Traoré, moi je vous dirais tanti, Aminata, Oui. elle est une icône de la culture Ah du oui, Mali. ça c'est, oui. Elle était ministre de la culture. Bien sûr, bien Oui. sûr. Madame la ministre, merci à vous. Finalement, parmi ces 3 ONG, laquelle vous a engagé, ou bien laquelle vous avez choisi? Bon, je crois que effectivement laquelle que j'ai choisi avec sur le conseil de mon ami le ministre Aminata Dramane Traoré, j'ai été recrutée par Handicap International et j'y ai travaillé pendant 11 ans comme coordinatrice nationale. Quelle partie? Et j'ai contribué à mettre en place les centres d'appareillage dans toutes les régions du Mali, sauf Kidal. Pas Kidal, pourquoi? Parce que on s'est dit que ceux de Kidal pourraient venir à Gao. Les centres d'appareillage de quoi? Orthopédique. Orthopédique. Voilà. Et où on faisait la rééducation fonctionnelle et également l'appareillage. L'appareillage. Et l'appareillage, c'est soit des attelles. Voilà. Voilà. Et là, nous avons réhabilité le Centre national d'appareillage orthopédique, qui est à Bamako, au quartier Mali. Oui. Et même les amputés, oui, il y a des prothèses, fabrique des prothèses pour les pieds, pour les mains. Sur le plan national également, après votre vie professionnelle dans les ONG, vous avez beaucoup exercé sur le plan national dans les administrations maliennes. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, après Handicap International, je suis revenue, on peut le dire comme ça, à la fonction publique. D'accord. Vous aviez fait le concours ou bien vous étiez déjà fonctionnaire? J'étais déjà fonctionnaire. Ok. Et j'ai travaillé au PNART, le programme national d'appui pour la réinsertion professionnelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc, j'ai fait quelques années là-bas. Après, je suis devenue conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. C'était en 2015 que vous étiez au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne comme conseillère technique. Après, je suis revenue au ministère du Développement social. Je suis administratrice de l'action sociale. Vous avez fait 3 départements ministériels? 3 départements ministériels où j'ai été chargée de mission pendant 3 ans. Non, pas 3 ans, pendant 6 ans. 6 ans. Donc, j'ai été chargée de mission au ministère du Développement social pendant 6 ans. Et je me suis surtout occupée des questions de handicap. Honorable Dikine, quand je regarde tout ce parcours dans le département ministériel en tant que personne à mobilité réduite, j'imagine que vous avez vécu beaucoup de difficultés. Quel est votre ressenti par rapport à votre parcours et en tant que personne à mobilité réduite? Quelles sont les difficultés que vous avez vécues? Pendant tout ce parcours, je me suis rendu compte que ce que fait une personne valide comme travail, il faut qu'une personne vivant avec un handicap fasse 10 fois plus pour être reconnue. Et être accepté. Et être accepté. Pour être reconnu, que ton travail soit reconnu, il faut faire 10 fois plus que les autres. Vous avez beaucoup plus d'efforts à faire, de persévérance. Et là, et moi j'avais aussi cette capacité de le faire, c'est-à-dire de faire les tâches qu'on me confie, de le faire je bien. Je le fais bien et à temps. Et au mieux. Et à temps. Donc cela m'a valu la considération. Donc vous êtes ponctuel. Oui, la considération de l'échec. La ponctualité plus le travail accompli. La persévérance. La persévérance, le travail accompli. Par exemple, si on te donne un dossier à étudier, il faut pas attendre le lendemain. Moi, mes dossiers, je les étudiais le jour même et je les déposais sur mon bureau avant d'aller à la maison. Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder le témoignage qui a été fait sur Honorable Dikine par une
personne spéciale. Je vous invite à regarder. On suit ensemble. Je suis Madame Maïga Sinadamba. Je suis la présidente du réseau des femmes africaines ministres parlementaires RFMP. Madame Djikine Atuma Gakou représente beaucoup de choses pour moi. Je peux l'appeler, c'est une sœur pour moi. Après 50 ans d'amitié, les relations d'amitié prennent les relations de la forme de membres d'une même famille. Donc Atma est une grande amie de très longue date et une amie sur laquelle j'ai pu compter en beaucoup de circonstances, une valeur très sûre sur laquelle peut-être je vais continuer encore à compter sur elle. Donc tout simplement pour me résumer en disant que Madame Djikine Atuma Gakou aujourd'hui il représente beaucoup pour moi, plus qu'une amie, une sœur. Je l'ai connue dans les années 70 à l'école fondamentale de Nara, lorsque toutes les deux nous avons été admises au CEP, parce qu'à l'époque il fallait faire un examen d'entrée en 7e année. Elle a fait l'examen à Gumbu, elle a passé, et moi j'ai fait l'examen à Nara et j'ai passé également. Nous nous sommes retrouvés donc dans deux classes de 7e année. Moi je faisais la 7e année A, elle faisait la 7e année B. Mais déjà, nous étions proches parce que moi aussi je viens du même village qu'elle. Donc dans nos activités scolaires, les ressortissants de Gumbu qui étaient déjà à l'école de Nara, on se retrouvait tous les samedis après-midi pour discuter de nos problèmes au niveau de l'école. Donc c'est au cours de ces réunions de samedi après-midi effectivement que Atma et moi nous avons sympathisé, et bien que n'étant pas dans la même classe, nous étions devenus inséparables. À chaque rentrée, on se retrouvait. À la fin des cours, chaque jour avant de partir à la maison, on se retrouvait également. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup duré parce que déjà, à la fin du premier trimestre, Atma était tombée malade et elle a été évacuée à Bamako. Donc, parler de Atma, pour moi, peut être un exercice à la fois difficile et complexe. Parce que ça fait quand même 50 ans d'amitié qui nous lie. Donc au cours de ces 50 années, nous avons cheminé ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et je ne me rappelle pas que pendant ces 50 années que Atma et moi, nous nous soyons chamaillés une seule fois dans la vie. Pas une seule fois, je ne me rappelle pas. Donc nous nous entendions sur tout, à tel point que nous étions devenus des complices. Et c'est comme ça que feu son papa, Bambi Gatou, nous appelait les sœurs complices. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap sont partout dans les institutions de la République, dans les départements ministériels, dans les organisations socio-professionnelles. Je peux également dire que c'est un résultat du combat de Atma. Et si aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une commission une organisation quelconque par rapport aux enjeux et aux défis du Mali, on ne peut pas faire ça sans parler ou sans faire appel aux personnes vivant avec un handicap. Je peux également dire que c'est un combat, le résultat du combat de Atma. Et le Mali a reconnu ce combat-là parce que Atma a été chevalier de l'ordre national du Mali depuis 2006 déjà, et depuis l'année dernière, elle est officier de l'ordre national du Mali. Donc si son combat n'avait pas été reconnu, elle n'aurait pas eu ces mérites-là de l'État du Mali, qui a prouvé que effectivement c'est une battante sur laquelle également l'État même peut compter. Donc son combat est reconnu et sa bataille est reconnue, et aujourd'hui plus que jamais, Atma continue ce combat-là. Malgré le poids de l'âge, elle est encore disponible pour les personnes et les associations des personnes vivant avec un handicap. Et elle a été réélue, je crois en décembre dernier, présidente de la fédération pour un mandat de 4 ans. Donc tout cela veut dire que quelque part il y a une reconnaissance. Merci à vous, Madame la ministre Sinadamba.
Vous étiez ministre de la promotion de la femme au temps de Amadou Toumani, du président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Et elle est votre meilleure amie. Vous venez de voir son témoignage. C'est magnifique. Vous êtes des meilleurs amis depuis la maternelle. Vous avez fait vos maternités ensemble. Elle vous apprécie, elle vous adore. Qu'est-ce que vous avez à dire? Honorable Madame Maïga Sinadamba est Autant pour moi, honorable. J'ai dit Madame la ministre. Ouais. Également honorable actuellement. Elle est honorable Madame Maïga Sinadamba est une femme exceptionnelle. Pleine d'humilité. Elle nous dit autant sur vous, hein. Pleine d'humilité. On se connaît, on peut dire comme le dit un Bambara Borotlonga, quoi. Voilà. Et tout ce qu'on a fait dans notre vie, on l'a fait ensemble. Notre vie de jeune fille, après le mariage, on a fait des enfants ensemble. Maintenant, nous sommes en train de gérer les petits-enfants ensemble. Et les fonctions. Et les fonctions. On va aller sur le plan international. Effectivement. Et vous avez participé, vous avez représenté l'Afrique de l'Ouest à la première conférence sur les femmes handicapées aux États-Unis. C'était en 1997. Et parlez-nous de cette aventure. Et ça a été une aventure merveilleuse parce que c'était la première au monde que les femmes vivant avec un handicap se rencontrent. Atuma, vous êtes première dans tout, hein. Je ne sais pas comment vous faites. Votre étoile, elle est bonne, elle est excellente. Vous avez une grande chance. Au lycée, vous créez une association, la première association pour les femmes handicapées, pour les africaines, et maintenant vous vous retrouvez à la conférence aux États-Unis mondiale, et vous êtes la première. Vous êtes magnifique. Donc vraiment, mais c'est toujours dans le domaine du handicap. Et là, j'ai représenté les femmes handicapées d'Afrique de l'Ouest. Avez-vous obtenu gain de cause? J'ai obtenu gain de cause parce que ça nous a permis de créer des associations de femmes dans nos pays respectifs. Les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest revenus des Nations Unies, on s'est concerté, et cette concertation s'est faite à Ouaga. En 1997, tout juste après, les femmes handicapées de l'Afrique de l'Ouest se sont réunies à Ouaga et nous avons créé les associations de femmes dans tous nos pays pour pouvoir nous fédérer. Donc, après la conférence aux États-Unis, j'ai adhéré à la Fédération ouest-africaine. C'est vice-présidente de la Fédération ouest-africaine des personnes vivant avec les vice-présidentes, vous réussissez, hein? Voilà, une vice-présidence de la Fédération ouest-africaine et également vice-présidente de la panafricaine des personnes vivant avec un handicap. Voilà, je voulais dire, toute l'Afrique. Le poste de vice-présidente, vous réussissez, hein? Vous êtes aujourd'hui, vous êtes vice-présidente au Conseil national de la transition. Comment vous vous sentez là-bas aujourd'hui? Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos collègues et comment Et là, je ne cesserai de remercier les autorités de la transition par rapport à leur politique d'inclusion. C'est la politique d'inclusion de son excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, de dire que tous les Maliens doivent construire ce Mali-là ensemble. Et à la mise en place du Conseil national de transition, il a pris un décret où toutes les corporations se retrouvaient dedans. Et 3 personnes vivant avec un handicap ont été nommées au CNT. Et aujourd'hui, nous sommes 4 là-bas, au compte des personnes vivant avec un handicap. Et avec le leadership et la volonté de mon président, honorable le colonel Malick Diaw, il m'a nommé deuxième vice-président. Ça veut dire que vous avez des relations. Je n'ai même pas été nommé, j'ai été élu
déjà vice-président. Oui, et élu, ça veut dire que les personnes ont été d'accord pour vous élire. Ils ont dit oui, c'est elle qui peut le faire. Voilà, justement. Vous avez mérité votre poste. Effectivement, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous avez de bonnes relations et des relations. J'ai très bonnes relations avec le président du CNT et du CNT et avec tous les honorables du CNT. Vous pouvez profiter de ce plateau pour donc lancer un message à votre président et à tous les membres du CNT. À tous les membres du CNT, merci pour l'appui que vous accordez et pour toute la considération que vous apportez aux personnes vivant avec un handicap, surtout à notre président, honorable colonel Maliki Diaw, pour la confiance et toute la considération. Merci, président. Alors, chers téléspectateurs de ORTM, c'est pas un plateau politique, c'est un plateau où on rend hommage aux personnes qui ont posé des bonnes actions pour la société, pour le peuple malien. Donc, c'est un remerciement. Honorable. Oui, mais la transition n'est pas politique. Ah, parfait. Ah ben, vous faites bien de le rappeler. Merci de nous le rappeler. Honorable, nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà, j'ai envie de vous dire tellement de choses, j'ai envie de vous poser tellement de questions. C'est pas possible que ça finisse maintenant quand même. Ah oui, mais bien sûr, moi, je me suis sentie tellement bien dans cette émission, entourée des jeunes dynamiques et puis avec une expertise apostolique. Merci. Je ne cesse de remercier mon équipe de production, du réalisateur jusqu'au planton. Effectivement. Ils sont toujours constants, ils sont toujours au rendez-vous, toujours présents à l'appel. Je dis merci à toute l'équipe de production, l'agence Malinium, l'agence Infinity. C'est eux mes patrons. Honnêtement, c'est eux mes patrons. Effectivement. C'est ça. Fable Gakou, dites-moi, si vous êtes élue reine de ce 23e numéro de Reine d'Afrique, comment vous allez appeler votre royaume? Moi, mon royaume, je l'appellerai Soninkara. Soninkara, magnifique. Oui, Soninkara. Ça veut dire quoi, Soninkara? J'entends beaucoup. Voilà, Soninkara, c'est le royaume des Soninké. Magnifique. Les Soninké sont venus du Ouagadougou. Le Ouagadougou, c'est après Ouagadougou que le Mandé est venu. Donc, tous les Maliens sont venus du Ouagadougou. C'est ça. Donc, Soninkara. Ouais. Chers téléspectateurs de ORTM 1, le royaume de honorable Dikine Atmagaku s'appelle Soninkara. Nawari. Ensuite, quelle sera la monnaie de votre royaume? C'est évident. Oui, c'est Khalis. En Soninké. En Soninké, c'est Khalis. Et quelle sera quelle éducation ou quel message vous allez transmettre aux jeunes et aux femmes de votre royaume? Quel appel vous avez à lancer aux jeunes et aux femmes de votre royaume? L'appel que je vais lancer aux hommes et aux femmes de mon royaume, c'est de leur dire, seul le travail fait. Il faut s'aimer, il faut se respecter. Et là, je vais pas répéter Kurunkanfuga. La chape de Kurunkanfuga. Il y a des articles qui disent que faut respecter la femme. Que tout un chacun occupe sa place. Et là, le royaume sera bien fait. C'est le travail fait. Je pense que et à son âme, encore une fois, si M. Dikine était là, il aurait été encore de plus en plus fier de vous. Et il a sa place ici, c'est lui qui refait le travail de la personne qui va le faire. Il m'aurait beaucoup conseillé. C'est ça. Honorable Dikine, toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition, et moi-même, je veux même pas que ça finisse. Mais bon, ça finit. Je veux même pas que ça finisse. C'est pas le choix. Ouais. En temps normal,
On doit se lever pour le couronnement, mais vous êtes une reine. Oui. Vous êtes majestueusement bien installée. Bien installée sur un fauteuil mon majestueux. fauteuil de reine. Voilà, sur votre fauteuil de reine. Donc, on va vous couronner sur votre fauteuil de reine. Effectivement. D'ici là, chers téléspectateurs de OFM 1, on vous laisse souffler d'ici le couronnement. À tout de suite. Alors, honorable, vous voulez que je vous donne un indice? Bon, oui. Non, c'est une surprise. C'est une surprise. Voilà. Ah bon? Oui, c'est une surprise. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez être couronné par une personne spéciale. Vous allez compter jusqu'à 3 et à 3, vous ouvrez les yeux. On est d'accord? Oui. Donc, 1, c'est bien fermé? Oui. Voilà. 2 Oui. et 3. Et pas. Oh là 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 là. Alors, Ça elle tombe est pas couronnée trop. par l'homonyme de son père, qui est son fils, qui est son tout, son ami, son confident. Monsieur Dikine, présentez-vous. D'accord. Moi, c'est M. Ibrahim Bandi. Je travaille à la Caisse nationale de sécurité sociale comme agent. Et qui vous êtes pour honorable Dikine Atmagaku? Voilà, je suis son fils Oui. et en même temps aussi son papa. Parce que je suis l'homonyme de son Et papa. effectivement, c'est mon papa. Voilà, c'est pour ça. Papa, mon père. C'est beau, je vois une belle compétition entre vous. Vous êtes amis, complices et tout, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui vous a motivé à couronner maman aujourd'hui? Pourquoi vous voulez la couronner? Je veux que tu vois aujourd'hui. Ça devait être papa qui devait le faire. Malheureusement, il n'est pas là. C'est rapidement. Aujourd'hui, je vais te mettre la couronne au nom de toute la famille du Seigneur, au nom de notre maman, au nom de tous nos frères et sœurs, au nom de ses petits filles et au nom de toute la nation malienne et au nom de toute l'Afrique. Je suis honoré aujourd'hui de pouvoir te mettre cette couronne. Bravo. Mais, honorable, on dirait que la relève est assurée. Quel beau Oui, mais discours. bien sûr, c'est mon la père. reine, allez-y. Ouais. Reine d'Afrique du 23e numéro de l'émission Reine d'Afrique, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, on va dire du Conseil national de la transition, honorable Atouma Gakou Djikine. Et le sceptre? Je vais te donner ce fait pour que tu puisses réunir ce royaume et que les habitants de ce royaume se réparent puissent se conseiller et faire part. Bravo. 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 Merci, mon père. Merci, à Reine d'Afrique, émission Reine d'Afrique. Ce spectre, comme tu l'as dit, sera dédié à toute la nation malienne, à tout Sonikara. Et ce spectre, je veux que ça soit un spectre d'unité, de paix et de sérénité pour toute la population malienne. Et dire que ce spectre n'est pas un spectre comme tous les autres. Sonikara, c'est le royaume de Ouagadougou. C'est ça. Bravo. Bravo, quel beau discours. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Comme vous le savez, c'est tous les mois, 4e samedi du mois, diffusé sur ORTM 1. Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Et ce 23e numéro était dédié à honorable Djikine Atouma Gakou, notre fierté. Il n'y a rien à dire. Un parcours atypique, deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. Merci encore à votre famille. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Merci pour tout. N'hésitez pas de nous suivre. Oui, on vous suivra tout le temps. Je vous ai suivi avant aujourd'hui. Vraiment, vous êtes formidable. Merci. Merci. Aussi. Merci. C'est encourageant. Merci à toute notre équipe de production. Millennium Pictures, Infinity, merci à toute l'équipe de production de l'organisation, de la logistique. Je fais un petit coucou à notre maquilleuse qui nous a rendu tellement belle, Zaina Khalil.
Et n'hésitez pas de nous suivre sur YouTube, TikTok, Facebook et tous les réseaux sociaux. Nous sommes présentes. Nous sommes des reines et nous régnons sur notre royaume. Oui, Voilà. C'est Tony Cara. C'est ça. Au revoir.